Bonsoir à tous, bienvenue sur notre plateau hebdomadaire où comme d'habitude on va parler d'entrepreneuriat et de ce qui se passe dans notre département. Et bien évidemment pour commencer cette émission on va vous présenter un jeune homme que vous connaissez déjà très bien puisqu'il fête ses 5 ans et comme nous sommes en plein mois de février, on le sait, le carnaval a été annulé, mais on va vous remettre quelques vidéos et on va présenter des acteurs ou des jeunes qui travaillent ou qui ont toujours travaillé sur le carnaval. Et aujourd'hui nous allons vous parler de Luigi, Mr. Makeup Artist, que vous connaissez parfaitement. Donc c'est un jeune homme qui a aujourd'hui sa société de maquillage et qui est très bon. En plus, il travaille beaucoup avec les groupes carnavalesques et vous le connaissez puisque dernièrement, c'est lui qui a fait le maquillage pour le mois octobre rose d'Annelle Gambi pour cette histoire d'élection de Miss Guadeloupe. Donc c'est Mr. Makeup Artist qui a réalisé ce fameux maquillage et cette photo qui a voyagé partout. D'ailleurs, elle a servi d'égérie pour la lutte contre le cancer. Elle a servi à pas mal de choses. Donc là, on va vous présenter son travail sur une petite vidéo et on revient. Après, vous allez pouvoir présenter sa vidéo qui dure quelques secondes. Voilà, donc Luigi de Mr. Makeup Artist, je vous invite à aller le suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez vu ce qu'il fait comme maquillage. Comme je vous ai dit, tout le mois de février, donc j'ai choisi de faire le mois de février avec lui. Donc on va vous présenter des thèmes qu'il fait à chaque fois. Et c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment un travail d'artiste. C'est vraiment impressionnant ce qu'il fait. Ne serait-ce que la décoration là pour Halloween où il a moitié démon. Voilà, comme tout le temps je dis, et pourquoi pas aussi des jeunes dans le cinéma antillais, voilà. Donc au Brésil, ils ont leur maquilleur et nous aussi en Guadeloupe, on a nos jeunes qui savent aussi faire du maquillage et qui ont cette capacité. Donc maintenant, c'est voir si on peut et comment on peut les accompagner de manière à bien développer encore plus leur projet, de manière à pouvoir exporter et faire découvrir leur travail. Et il sera avec nous à la fin du mois de février, donc le 22 février, et on pourra faire un récapitulatif de tout ce qu'il a fait, parce qu'en plus il a aussi travaillé avec les Miss Gosier aussi. Il a déjà maquillé les filles pour les Miss Gosier, il a fait aussi des maquillages pour des défilés de mode professionnels. Donc il est vraiment très bon dans son domaine et il a aussi eu une récompense. On va en parler de lui le 22 parce que je me souviens plus exactement, mais je crois qu'il a eu une récompense dans le maquillage. Donc c'est quand même à souligner pour ce mois de février. Et avec nous en plateau, nous avons la Chambre des métiers et de l'artisanat de Guadeloupe. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors, vous allez nous présenter tout à l'heure ce qui se fait comme nouveauté dans la formation et vous allez nous faire un petit point aussi, donc pour ce début d'année, comme ça on va pouvoir parler de tout ça avec vous tout à l'heure. Mais avant, nous avons une jeune femme que vous connaissez puisqu'elle est venue la semaine dernière pour nous parler de la souffrance, nous avons parlé de la souffrance de nos jeunes dans les universités et elle est psychologue, donc elle nous a donné son point de vue sur cette situation, mais très important, elle a aussi fait une application qui s'appelle Une voix, une histoire. Donc Madame Manik Sia Titeka, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être encore avec nous ce soir sur le plateau. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre application et nous expliquer un petit peu ce que c'est comme concept ? Alors, Une voix, une histoire, c'est une plateforme d'audiobook, donc de livres audio, dédiée à la littérature caribéenne, aux auteurs caribéens. Donc c'est vrai qu'en 2016, on a lancé une étude sur l'ensemble de nos territoires pour connaître un petit peu les habitudes de lecture, puisque nous savions déjà que la Guadeloupe, donc c'est 20% de taux d'illettrisme contre 4% au national. La Martinique, on est entre 14 et 17%. La Guyane, on dépasse les 20%. Et c'est vrai qu'il était important pour nous, en tout cas à cette époque, de voir comment nous pouvions nous réconcilier
avec la littérature et plus spécifiquement notre littérature. Donc il y a eu tout un cheminement de 2016 à 2020, puisqu'au départ, donc étant psychologue de l'éducation nationale, c'était un projet qui était réservé uniquement aux scolaires. Et au fur et à mesure des discussions et des rencontres, c'est vrai qu'il nous a semblé important, en tout cas à un moment, de toucher tous les publics fragiles, donc ce public d'illettrés, les personnes âgées, les personnes 10, et puis ensuite tous les lecteurs confirmés, puisqu'on se rend compte aujourd'hui que même les lecteurs confirmés se dirigent vers les livres audio plutôt que le livre papier. Donc tout un cheminement pendant 4 ans, 2016-2020, où j'ai eu à rencontrer donc différents partenaires, notamment celui qui travaille sur la plateforme, donc le chef des développeurs informatiques, Michael Boécas, qui est un londonien, mais enfin guadeloupéen vivant à Londres. Donc c'est vrai que lorsque je lui ai présenté le projet, il m'a dit oui, tout de suite. Il ne s'est pas posé de questions, un peu dans la même folie. Ensuite, l'ingénieur son, pareil, parce que finalement, on se lançait dans quelque chose qui n'existait pas sur notre territoire. On savait qu'on devait y aller, comment pas encore, mais on savait qu'il fallait le faire, en tout cas, pour qu'on se rende compte que la Guadeloupe, et de toute façon tous nos territoires, que ce soit la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Haïti et les îles caribéennes, nous ne sommes pas que terre de champions, mais nous sommes terre d'excellence. Et nous sommes terre d'excellence en littérature, d'où le fait de se diriger vers notre littérature caribéenne, parce qu'il était important en tout cas qu'on donne de la visibilité à nos auteurs, qu'enfin qu'on se rende compte qu'eux aussi font de la littérature classique, eux aussi font de la littérature fantastique, il y a de la littérature de jeunesse également, et qu'on peut toucher tout le monde à tout âge. Donc voilà, c'était un projet engagé avec un lancement le 16 décembre 2020. Et donc depuis bientôt un mois, donc 2 mois, nous travaillons sur des enregistrements. Nous créons de l'emploi puisqu'il nous faut des voix. C'était aussi un pari très important pour nous, c'est-à-dire que ça devienne le projet d'un territoire. Donc pour les livres d'auteurs guadeloupéens, on puisse embaucher des voix en Guadeloupe. Pour la Martinique, aller chercher des voix en Martinique. Actuellement, je suis en pourparlers avec Haïti justement pour trouver des auteurs haïtiens et faire participer aussi la population haïtienne à ce projet. Pour la Guyane, pareil. Vraiment un projet de territoire, et puis pour qu'on s'inscrive finalement dans quelque chose qui nous ressemble. Nous sommes caribéens, nous sommes guadeloupéens, martiniquais, guyanais, haïtiens, nous sommes caribéens. Et donc c'était le challenge en tout cas de réconcilier, vraiment se réconcilier avec la littérature, qu'on puisse revenir vers les livres. D'accord. Alors, comment vous choisissez vos livres? Comment ça fonctionne? Est-ce que ça dépend de l'écrivain? Est-ce que ce sont des gens qui viennent vous voir? Comment ça fonctionne? Alors, dans un premier temps, je travaille avec les maisons d'édition. Avant de travailler avec les auteurs, c'est vrai que la première personne que je contacte, c'est la maison d'édition. Et ensuite, on voit avec eux quel auteur ils souhaiteraient que je puisse mettre en ligne sur la plateforme. Donc, la première maison d'édition, en tout cas, que j'ai approchée, c'est les éditions Jazor, puisque c'était, pour moi, c'est la maison mère. Il fallait que je me rapproche de Madame Régine Jazor, qui a tout de suite adhéré au projet. C'est vrai qu'on aurait pu croire que le papier, c'est un sacerdoce, mais effectivement, elle a accepté de participer à ce projet. Didier Manette également, avec les éditions Negmaron. Ensuite, j'ai approché un auteur qui ensuite m'a mis en lien avec sa maison d'édition, donc c'est Lilian Thuram. À l'époque, on n'était que sur Mes étoiles noires, mais lorsque je l'ai rencontré, j'ai eu la primeur de savoir qu'il y avait une prochaine sortie, donc La pensée blanche. Et c'est vrai que c'est un livre qu'on peut déjà retrouver en audio, donc c'était le challenge. Et via sa maison d'édition, les éditions Philippe Ray, on a eu également l'exclusivité sur le livre le nouveau roman de Gisèle Pineau, À 10 soleils noirs, qui est sorti le 7 janvier en version papier. Et la maison d'édition a accepté en fait qu'on fasse l'audio en même temps, la sortie audio en même temps. Donc à chaque fois, nous sommes sur des challenges, et les maisons d'édition, franchement, elles jouent le jeu. Les auteurs aussi sont assez satisfaits de pouvoir voir en tout cas leur livre sous un nouveau jour. J'ai eu Jude Duranty de la Martinique qui écrit essentiellement en créole. Quand il a eu connaissance de la plateforme, il a adhéré. Il a pu réécouter son livre et il l'a redécouvert. Enfin, il m'a appelé, il m'a dit mais c'est oui, enfin il fallait le faire. Il fallait le faire, et il en était vraiment satisfait. Il m'a dit que du début à la fin, il a rigolé et qu'il se souvenait même pas que ça avait cet impact-là. Donc voilà, c'est soit des négociations, on arrive à attraper par Facebook.
Parce qu'il y a ça aussi, c'est comme ça que j'ai eu Mathieu Gama, le jour où les Antilles feront peuple. Alors je me disais, mince, passer par Messenger, ça fait pas très pro. Mais finalement, c'est passé, il a accepté. Donc c'est vrai qu'avec lui aussi, ça a été un travail très positif. Et sinon, j'écris aux maisons d'édition. Donc je me lève à 2h du matin parce que je suis en décalage avec le décalage horaire. Le décalage horaire avec les maisons d'édition en France. 2h du matin jusqu'à 6h, on est en ligne, on discute comme ça sur Internet. Et c'est comme ça que j'arrive à avoir en tout cas ce qu'on appelle des sessions de droit. Et ensuite, je cherche des voix pour pouvoir faire les enregistrements. Justement, comment vous faites pour chercher les voix? C'est un casting? Ce sont des acteurs ou c'est des gens qui sont déjà dans comment ça fonctionne ça? Alors pas du. Alors au départ, j'avais approché donc essentiellement donc comme on était en période Covid, des personnes qui sont dans le spectacle, donc chant comme Lisa Barlagne ou des comédiens. Et ensuite des anonymes, c'est-à-dire que alors je pourrais pas l'expliquer, mais lorsqu'on m'appelle, en fait, je vois le livre. À la voix, je sais quel livre va être. C'est quand vous entendez la voix? C'est quand j'entends la voix que je sais quel livre qui va être enregistré. Donc ça entraîne parfois de sacrées rencontres, notamment la dernière, c'était sur Pluie et Vent sur Télumé Miracle. La personne qui fait la voix, je la connaissais pas, elle m'a appelée, j'ai entendu, je lui ai présenté le livre et elle m'a dit qu'elle l'avait en 4 exemplaires, ce que je ne savais pas du tout. On voit vraiment, en tout cas, il y a quelque chose dans la voix qui me fait penser que par rapport à la rondeur de la voix ou le fait que ce soit plus sec, ou je me dis tiens, ce livre-là ça irait mieux, c'est un ton plus posé pour un conte, ou c'est un ton plus rond pour des livres en créole. Donc oui, c'est à l'oreille. Mais nous n'avons pas de boîte de voix en Guadeloupe. Donc une voix, une histoire, c'est aussi ça, c'est-à-dire que en ce moment, j'ai beaucoup de voix pour les enregistrements. Et que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, en France hexagonale aussi. Nous avons des Guadeloupéens ou des Martiniquais qui me contactent de là-bas. Et tout est possible, hein. On est sur du digital, sur du numérique. Donc il suffit d'avoir le matériel nécessaire et c'est parti. Et ensuite, il y a le travail de montage qui est fait par l'ingénieur son. D'accord. Donc, comme vous m'avez dit, quand vous entendez la voix, vous reconnaissez directement le livre. Est-ce que l'auteur, lui, il est content ou est-ce qu'ils peuvent choisir quelqu'un? Comment? Alors non, c'est-à-dire que sur le contrat, ce choix-là, c'est moi. C'est vous. Tout à fait. Après, il y a des discussions. Il peut y avoir des discussions. Sur le livre de Gisèle Pinault, à 10 soleils noirs, elle était satisfaite de la voix parce que c'était une voix chaude, très posée et qui correspondait vraiment à l'histoire du livre. Sur Jude Duranty, pareil, c'est une Martiniquaise, Caroline Gélan, qui a posé, et c'est une femme en fait qui même lorsqu'elle parle français, elle respire le créole. Et je trouvais à sa voix, je me suis dit non, ce livre-là, il faut qu'elle le fasse. C'est elle, ça lui correspond. Et effectivement, pareil, Jude Duranty m'a dit que c'était excellent. Catherine Lepelletier, où on a fait Damas, le scintillement des larmes. Là, pareil. Alors, elle voulait ma voix. Je lui ai proposé une voix, mais à ce moment-là, elle m'a dit non, c'est la tienne. Donc, j'ai dit oui, je vais m'y prêter. Donc, ça se fait comme ça. Mais d'accord, donc vous nous avez envoyé des photos avec quelques personnes. Là, par exemple, Mathieu Gama. D'accord. C'est un auteur. Donc, le jour où les Antilles feront peuple, ce jour-là, oui, ce fameux livre en plus. Il est très intéressant à écouter. Et nous avons très bientôt une visioconférence. Donc, c'est ce que j'appelle des camos littéraires. Donc, en visio, le 17 février. 2021. Donc effectivement, nous avons initié notre premier camo littéraire avec Lilian Thuram sur La pensée blanche, et le deuxième, mois février, avec Mathieu Gama, où on n'est pas du tout dans un webinaire où c'est juste le modérateur qui pose les questions à l'auteur, mais les participants posent aussi leurs questions. D'accord. Donc Monsieur Thuram a joué le jeu et en toute convivialité, il a répondu à toutes les questions posées par les participants. C'était vraiment un vrai échange. Ça, c'est génial. En tout cas, super projet. Fameuse question que je suis obligée de vous poser. Oui. Et les livres pour enfants, parce que c'est ça le plus intéressant. C'est est-ce ça. que vous prenez des conteurs ou est-ce que ça se passe comment? Alors, les livres pour enfants, encore une fois, pas spécialement des conteurs. D'accord. Je veux vraiment que ce projet
la population puisse se l'approprier en fait. On a une voix, je vois le livre, et bien on vient poser. C'est aussi simple que ça. J'ai pas envie. Il y aura des célébrités, je dis pas non, qui viendront poser, mais je veux aussi que la population se l'approprie. J'ai eu l'appel d'une maman où l'enfant est en situation de handicap et elle voudrait que son enfant puisse venir enregistrer. Ça, c'est bien. C'est possible, c'est de l'adaptation. Si c'est de la malvoyance, il suffit de faire des caractères plus grands, qui prend du temps en lecture, on partira sur un petit conte, il y aura moins de phrases. Et c'est génial. Donc oui, les contes sont faits et on est même en train de travailler là, et ça c'est une annonce en exclusivité, sur ce qu'on appelle les rallyes lecture. C'est un principe qui existe déjà dans les écoles, mais pas avec nos livres. C'est-à-dire que les enfants ont un programme de lecture. Voilà, c'est ça. Pas avec nos livres, encore une fois. Donc, les enfants ont un programme de lecture, sont autonomes sur leur lecture, ont des questions, ils peuvent répondre à des questions, et l'enseignant a un retour sur ce que l'enfant a fait sur ses livres. Et ça incite à aller vers les livres. Et pourquoi notre littérature, et pourquoi je tiens vraiment à ce que ce soit notre littérature, c'est parce qu'à un moment, il faut qu'on soit ancré sur un territoire, sur notre histoire, sur nos contes. On a même des personnages qui ont disparu, comme Tigeon l'Horizon. On n'en entend plus parler, les enfants ne connaissent pas. Donc, il est important qu'on soit ancré sur notre territoire à partir de notre littérature pour aller ensuite vers les autres. Oui. Aujourd'hui, on est trop souvent dans des choses qui ne nous ressemblent pas. Et après, ça rend des aucun intérêt. Et voilà, aucun intérêt. Et puis finalement, les enfants, ils rentrent pas dans la lecture, ou alors ils rentrent dans une lecture très monocorde. Il n'y a pas d'intonation, ça monte pas, ça vit pas. Alors que notre littérature, elle chante, elle danse. Justement, c'est pour elle est rythmée, elle a même une odeur. Exactement. D'ailleurs, quand vous avez parlé de la première dame qui respire le créole, j'ai vu tout de suite. Oui, je me suis dit ça peut être intéressant. Notre littérature, elle est comme ça. Elle est quand on l'entend, c'est-à-dire que on sait tous ce que c'est que le parfum avant la pluie. Oui. On a tous cette idée-là. On le voit en livre, on le lit, on sait ce que c'est. Et quand ça parle à un enfant, c'est beaucoup plus facile de rentrer dans la lecture que quand ça ne nous parle pas. Il est plus facile de parler d'un volcan que du fleur de lys. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, le travail tout public, il se fait avec cette plateforme, mais derrière, il y a vraiment aussi un travail au niveau des scolaires pour qu'on puisse à nouveau présenter ce que nos auteurs sont capables de faire et que nos élèves se projettent aussi dans un métier d'écrivain. C'est possible et on peut exceller. Merci beaucoup pour cette présentation. On revient vers vous tout à l'heure. Et merci aussi à la régie. Franchement, Yann, super, la régie de Canal 10, zéro faute. Merci pour les documents que vous nous avez envoyés. Bonsoir, on se tourne vers la Chambre des métiers. Et avec vous, on doit parler de nouvelles choses qui ont été mises en place pour les formations. Donc, Monsieur Pirot, vous allez nous expliquer tout ça. Vous pouvez commencer maintenant, allez-y. Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous sommes en pleine semaine de l'apprentissage, à partir qui a démarré le 29 janvier et qui se termine le 5 février. Donc c'est une promotion de la formation d'apprentissage, qui est une formation pour nous par l'excellence, surtout pour les métiers d'artisanat. Il faut savoir, par rapport à la crise, l'État a maintenu un dispositif qui devait exister jusqu'au 28 février. C'est-à-dire que tous les contrats d'apprentissage qui étaient signés avant le 28 février, on maintenait les primes, les primes pour l'embauche d'un jeune de moins de 18 ans de 5 000 €, et pour ceux de plus de 18 ans de 8 000 €. Et cette offre a été prolongée d'1 mois, jusqu'au 31 mars. D'accord. Donc ça veut dire qu'on pourra signer des contrats d'apprentissage et les chefs d'entreprise pourront bénéficier de cette prime jusqu'au 31 mars. Est-ce qu'il vous reste encore beaucoup de jeunes qui doivent rentrer en apprentissage là, ou est-ce que on a encore des offres. La majorité des jeunes sont rentrés en place, mais on n'est pas encore au maximum de notre capacité. On peut accueillir encore d'autres jeunes. Vous pouvez accueillir encore. Comment ça s'est passé la reprise? Je suis obligée de vous poser la question suite à la grève, puisqu'on avait fait tout le suivi ensemble. Il y a eu un petit mouvement, je crois que c'était au mois de décembre. Décembre. Donc on a repris, les cours ont redémarré au mois de janvier. D'accord. Et on a mis en place des dispositifs pour rattraper le retard. C'est vrai que pour les élèves de deuxième année qui vont à l'examen au mois de juin, c'est une année bien particulière parce qu'il y a eu le Covid. Donc là, il y a eu la grève. Donc on est en train de mettre en place des cours de rattrapage pour pouvoir les permettre d'aller à l'examen et leur donner le plus de chances possible. D'accord, mais au moins tout le monde a pu s'inscrire et maintenant
bien, les cours ont repris, les professeurs sont contents, ça se passe bien. Voilà. Bon, ça c'est une bonne chose parce que c'est très important pour nous, parce que notre artisanat il est important et on est bien classé. Alors moi j'aime bien répéter ça tout le temps dans l'émission, depuis qu'on a commencé. Donc on est bien classé au niveau des chiffres des artisans par rapport aux autres départements. Donc c'est vrai que c'est très important. Vous nous avez envoyé une petite affiche. Donc la première, donc vous en avez parlé, c'est 7 jours pour donner un sens à ton avenir. Donc comme nous sommes en plein dans la semaine de l'apprentissage, et vous faites aussi le salon de l'orientation des métiers et de la formation. Non, nous ne sommes pas dessus. Non, nous sommes pas dessus. Ah, donc ça, c'est que la région. C'est que la région, voilà. D'accord, comme c'est vous qui m'avez envoyé au niveau de la chambre, c'est vous qui m'avez envoyé le visuel. Donc je pensais que vous participiez à cet événement. D'accord. Bon, en tout cas, je donne l'information. Donc c'est un salon qui est en ligne, donc qui est en ligne du 4 au 6. Donc voilà. Donc un salon sur lequel les gens peuvent aller, je crois, les entreprises et les entrepreneurs. L'orientation. D'accord. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour la formation ? Non, pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va. Oui. Donc je me tourne sur le plus gros, comme j'aurais dit encore, le plus gros mordant, M. Ramsamy, parce qu'avec vous, on a fait tout le suivi de la crise. Et aujourd'hui, je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez nous faire un point, s'il vous plaît, suite à la sortie de crise, puisqu'on est censé être au niveau de la relance. Comment ça se passe ? Est-ce que la relance est enclenchée ? Est-ce que, vous savez, les dispositifs étaient valables jusqu'au 31 décembre ? Comment ça se passe là pour le mois de janvier-février ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont reportées ? On sait qu'on est encore dans une période où on a encore des restrictions. Est-ce que par rapport à ça, il y aura des modulations ? Est-ce que les gens pourront avoir des aides ? Est-ce qu'ils pourront avoir des facilités pour rembourser, par exemple, les prêts qu'ils avaient pris ? Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan global sur ça, s'il vous plaît ? Alors, un bilan global, c'est peut-être difficile compliqué de le faire maintenant, mais en tout cas, moi, je vous entends parler de sortie de crise. Oui. Nous, ce que nos services vivent aujourd'hui, c'est que la crise est bel et bien là et elle continue, elle persiste. Elle persiste parce qu'il y a une vraie incertitude réglementaire, sanitaire. On ne sait pas s'il y aura confinement, couvre-feu, bien qu'on soit encore quelque peu épargné. Mais c'est vrai que les entreprises n'ont pas retrouvé leur niveau d'activité. C'est vrai que l'activité artisanale, c'est surtout une activité présentielle, c'est une économie du contact. Et donc la crise a engendré des contacts moins nombreux, donc les entreprises en pâtissent. Nos activités sont aussi liées véritablement au tourisme, l'activité touristique, même s'il y a eu un petit pic en fin d'année, avec la fermeture des frontières, si j'ose dire, va se tarir à nouveau. Et donc nos entreprises seront réellement impactées. Donc effectivement, la crise persiste. On n'est pas encore véritablement dans un temps de relance. C'est vrai que les dispositifs ont été mis en place, qui se voulaient être des dispositifs de relance, mais il s'avère qu'ils sont encore aujourd'hui malheureusement des dispositifs de soutien à l'activité. Donc bon nombre de ces dispositifs étaient prévus avec une échéance au 31 décembre. Les dispositifs de l'État, donc les dispositifs aussi régionaux, pour certains, ils ont été prolongés, notamment le PGE, qui a été prolongé. Donc, on a aussi le Fonds de solidarité national qui permettait aux entreprises qui avaient un chiffre d'affaires en baisse de mobiliser une aide de l'État. Aujourd'hui, vous savez que nous n'avons pas été confinés. Il y a le deuxième confinement s'est produit en France hexagonale et en Martinique. Donc nous ne sommes pas concernés sur l'ensemble des dispositifs. Sont éligibles à ce fonds de solidarité les entreprises qui relèvent des secteurs S1 et S2 pour reprendre la terminologie de l'État, essentiellement les entreprises liées à l'événementiel, liées aux activités touristiques, aux bars et aux restaurants. Et donc voilà les dispositifs qui sont existants aujourd'hui. On avait aussi le fonds d'urgence régional mis en place par la région, et notamment l'avance remboursable de 3 000 à 15 000 euros, qui pouvait représenter 12,5% du chiffre d'affaires 2018. Donc là, les dossiers au titre de l'année 2020 ne sont plus recevables, en tout cas. Bon, nous espérons que ce dispositif qui avait un vrai intérêt, notamment un intérêt réel pour les petites entreprises, en termes de mobilisation, en termes de financement, en termes de montants accordés,
pourra être reconduit. C'est la volonté qu'a formulée la Chambre de métier. Et en dehors de ça, et c'est vrai qu'on a parlé des dispositifs financiers, des dispositifs aussi en termes pour les entreprises qui ont un certain nombre de salariés, de chômage partiel, d'activité partielle, avec des taux qui vont diminuer avec le temps, notamment au 1er mars. Mais au-delà de ces dispositifs, nous avons aussi des dispositifs d'accompagnement, puisque lorsque les entreprises rencontrent des difficultés, elles doivent bénéficier d'un accompagnement technique. Vous savez souvent que les petites entreprises artisanales, ce sont souvent des hommes seuls, des hommes ou des femmes seules qui n'ont pas forcément à leur côté des conseils, des expertises. Nous, la Chambre de métier, nous mettons à leur disposition ces expertises de manière à mobiliser les aides, à les aider à construire avec un plan de relance, à pérenniser leur entreprise, notamment avec le dispositif qu'on a eu l'occasion de présenter sur ce plateau qui a connu un succès exceptionnel cette année. Alors, un succès exceptionnel puisqu'il y a des difficultés réelles. Le dispositif d'accompagnement renforcé des entreprises en difficulté de la Chambre de métier qui permet d'accompagner nos entreprises qui rencontrent des difficultés dans la négociation de financement complémentaire, dans la négociation des charges sociales et fiscales, la reconsolidation de l'entreprise, la définition d'un plan de relance. Et à côté de ces dispositifs, nous avons d'autres dispositifs que nous pourrons vous présenter. Alors, est-ce que le chèque pays, parce que je sais que vous allez bientôt le sortir, ça faisait partie des propositions, des dispositifs que vous avez faits, est-ce qu'il va sortir bientôt? Comment ça va se passer pour ce chèque? Parce que vous pouvez en reparler, parce que c'est très intéressant. Oui, effectivement. Alors, comme nous avions fait le constat, la Chambre avait fait le constat que les entreprises artisanales avaient moins d'activité et qu'il fallait relancer ces entreprises par l'activité, amener du chiffre d'affaires, amener de l'activité dans ces entreprises. Donc, nous avons initié le chèque artisan pays, qui est un avrant, un chèque que nous réalisons avec un certain nombre de partenaires, les collectivités territoriales majeures, les collectivités communales et d'autres partenaires privés, qui permet à ces collectivités de donner à leurs citoyens, à leurs ressortissants, un chèque d'une valeur à définir, qui est généralement de 10-30 euros, et que ce chèque est utilisable uniquement dans les entreprises artisanales du territoire dédié. Donc ça permet, l'avantage de ce chèque, c'est que ça permet de flécher directement la consommation auprès des artisans. Et quand on connaît l'effet multiplicateur sur l'emploi, sur la société d'une dépense réalisée dans une entreprise de production, ce que sont les entreprises artisanales, donc l'effet de ce chèque a un véritable impact. Donc nous sommes en train de contractualiser, en tout cas de finaliser les contractualisations avec les collectivités, avec d'autres partenaires dont je tairai le nom puisque les choses ne sont pas encore formalisées. Mais c'est vrai que c'est un chèque qui a connu un écho favorable, et je dirais même très favorable, auprès des collectivités qui ont vu toute la nécessité de mettre en place un dispositif pareil pour soutenir les entreprises de leur territoire, mais aussi pour soutenir les ménages et les consommateurs de leur territoire. Parce que c'est vrai que les entreprises sont impactées, mais c'est vrai aussi que les ménages connaissent de plus en plus de difficultés, notamment lorsque le chômage augmente. On a entendu récemment le conseil départemental dire que les bénéficiaires du RSA sont de plus en plus nombreux. Donc soutenir à la fois par ce chèque, mettre en place ce chèque dans les collectivités, c'est à la fois soutenir les entreprises, certes, mais aussi les ménages guadeloupéens. Justement, j'allais vous poser la question. Est-ce que vous savez s'il y a beaucoup d'artisans qui ont coulé, qui ont fermé pendant la crise? Parce qu'on a eu quand même beaucoup de gens qui n'ont pas pu tenir. Oui, alors c'est vrai que aujourd'hui, les chiffres ne sont pas encore consolidés. D'accord. À l'échelle de la Chambre, on a une petite augmentation du nombre de radiations qui mérite d'être encore confirmée. Mais c'est vrai qu'au-delà de ces chiffres d'irradiation, des défaillances d'entreprises, il faut regarder le chiffre d'affaires réalisé sur l'année 2020. Et c'est vrai que là, pour certains, je regardais encore les chiffres ce matin, notamment pour les activités les plus impactées, la baisse est exorbitante, entre moins 50 et moins 70%. Donc l'effet que nous ne voyons pas pleinement sur l'année 2020 est à redouter sur l'année 2021. D'autant que l'incertitude persiste encore. Donc plus que 2020, c'est surtout l'année 2021 qu'il faut craindre si d'aventure
rien n'est fait. Bah, c'est ça, parce que là, par exemple, on a beaucoup enfin, moi, j'ai beaucoup de retours d'artisans, de petits artisans qui travaillaient sur le carnaval. C'est le premier événement de l'année. Le carnaval est annulé. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y aura vraiment... Parce que je sais que le carnaval, l'air de rien, c'est maintenant qu'il est annulé qu'on se rend compte que c'est vraiment une manne, un budget économique dans notre département. Est-ce que vous pensez que suite au carnaval, qui est le premier événement qu'on a, nous, en termes de tourisme, normalement par an, que là, il y aura vraiment des répercussions ? Oui, alors le carnaval, c'est une activité culturelle, mais c'est aussi une activité économique. Oui, les gens vont chez le coiffeur pour sortir, exactement, ils achètent beaucoup à manger parce qu'il y a leur famille qui habite en France, qui sont entiers, qui viennent pour le carnaval. C'est vraiment... Oui, clairement, c'est vrai que c'est une activité, effectivement, vous l'avez dit, les gens qui vont manger, les gens qui sortent, mais c'est aussi un soutien à l'activité de production. Oui. Et je pense notamment à nos artisans couturiers qui, à l'occasion du carnaval, ce sont eux qui fabriquent les costumes, qui fabriquent les costumes des masses, des groupes, des carnavaliers, mais aussi dans nos écoles, puisque c'est aussi une activité qui est générée. Et donc l'absence, en tout cas du carnaval sous la forme que nous la connaissions jusqu'à maintenant, engendrera nécessairement une perte de chiffre d'affaires dans nos entreprises de couture, chez nos métiers d'art, nos accessoiristes, les maquilleurs qui sont les esthéticiennes, qui sont aussi des artisans et qui maquillent les groupes, qui maquillent les carnavaliers. Et donc ça générera nécessairement une baisse d'activité. La période du carnaval est aussi l'occasion d'événements, de grands événements, de tourisme, voilà, des touristes, des soirées, etc. Bien, les métiers de l'événementiel qui ont été fortement impactés, qui sont à l'arrêt, aussi le sentiront tout autant. Est-ce que par rapport au fait, alors bon, la question va peut-être paraître bête, puisque ça ne fait pas partie des dispositifs forcément au niveau national. Mais par exemple, on voit qu'au niveau de la préfecture, le carnaval a quand même été soutenu, ne serait-ce qu'au niveau de la communication. Est-ce que par rapport au fait que ce soit une période touristique importante pour notre département, ça peut rentrer en compte dans les dispositifs qui vont être mis en place par l'État, parce que du coup, les secteurs d'activité qui existent et qui vivent autour aussi de vraiment des périodes touristiques sont impactés à cette période-là plus particulièrement. Donc est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut être pris en compte ou pas du tout au niveau de tout ce qui concerne les indemnités pour les entreprises, pour les sociétés ou pas? Alors je ne suis pas sûr d'être la plus habilitée pour répondre à ces questions, mais en tout cas moi ce que je constate, c'est vrai que l'État lance un certain nombre d'appels à projets dans le carnaval, qu'il y a une volonté de soutenir les groupes et de soutenir l'activité culturelle en Guadeloupe. C'est aussi vrai pour la collectivité régionale et de la collectivité départementale qui apportent leur soutien. Donc je crois qu'effectivement, en dehors de la question que vous posez, dans cette période certaine où l'activité est à l'arrêt, il faut maintenir les outils de production que sont nos entreprises, mais les outils culturels que sont les groupes, que c'est les animations, et ça, dans ce contexte-là, ça ne peut passer qu'avec le soutien fort de la collectivité publique, des collectivités publiques, qu'elles soient de l'État ou les collectivités locales, et je pense que les décideurs en sont conscients, et je suppose que ça se traduira dans les actes prochainement. D'accord. Alors, on peut ouvrir la ligne. On va ouvrir la ligne. Bon, on va ouvrir la ligne si les gens veulent poser des questions, parce que c'est vrai que c'est pas évident. En plus, on est au sortir de la crise, on est censé être au niveau du plan France Relance. Comment ça se passe au niveau de la Chambre en ce moment? Parce que j'imagine que vous avez beaucoup de choses à faire, qu'il y a beaucoup de choses en cours, que vous avez des nouvelles procédures que vous allez mettre en place. Donc comment ça se passe au niveau de la Chambre par rapport aux entreprises, par rapport à tout ça? Oui. En tout cas, la Chambre n'a cessé de fonctionner depuis en dépit du mouvement de grève. On a fait ensemble le suivi. Tout à fait. Donc on a offert à nos artisans un traitement dématérialisé. Depuis le Covid, c'est vrai que nous avons de plus en plus d'artisans qui nous appellent sous les problématiques de difficultés. Parce que c'est vrai que cette crise a provoqué un tel choc dans les entreprises qu'elle a laissé pour certaines entreprises, beaucoup d'entre elles désemparées. Et elles se retournent vers nous en recherche de solutions. Et c'est ce que nos services, notamment notre service des affaires économiques,
s'efforce d'apporter aux artisans de Guadeloupe. Bon, au moins, ils ne sont pas découragés. Ça, c'est une bonne chose. Alors, ils ne sont pas découragés. C'est vrai que les artisans, ce sont des gens qui sont volontaires, qui sont tenaces, pugnaces. Et c'est parce que c'est vrai que créer une entreprise, se battre tous les jours dans le contexte, c'est compliqué. Et donc, ce sont des gens qui sont naturellement motivés. Et c'est vrai que la crise ne les a peut-être pas démotivés, quand bien même les choses sont économiquement difficiles. Alors, est-ce que vous avez des ouvertures? Parce que nous, pendant toute la crise, on a vu quand même qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont créé des choses, qui ont ouvert des choses. Est-ce qu'il y a, par rapport, j'imagine qu'il y en a moins par rapport à cette période, c'est vrai qu'en Guadeloupe, on a beaucoup d'ouvertures de sociétés. Est-ce qu'il y a quand même des ouvertures qui se font en cette période? Oui, alors c'est l'autre constat que nous faisons, puisque nous avons un centre de formalité des entreprises qui recense les immatriculations des entreprises artisanales. Et donc, par rapport à l'année précédente, il n'y a pas de baisse significative du nombre d'entreprises. Ça veut dire que la volonté de créer existe. Elle est là et que les gens se lancent. Que les gens continuent à se lancer. Et comme pour répondre donc à votre question précédente, qu'il n'y a pas encore de démotivation de l'envie d'entreprendre en Guadeloupe. D'accord, ça c'est une très bonne chose. Je ne sais même plus ce que j'allais vous poser une question sur la formation du coup. Ah oui, vous cherchiez au mois de décembre, du coup, la dernière fois qu'on s'est vu, un petit peu avant le mouvement, vous cherchiez des professeurs pour mettre en place des nouvelles formations. Est-ce que vous avez trouvé ces professeurs ou est-ce que vous avez besoin de faire un appel aujourd'hui pour les avoir? Aujourd'hui, nous cherchons un professeur pour le secteur de la froid et climatisation. Froid et climatisation, vous cherchez quoi comme professionnel? Un professeur pour pouvoir exercer au niveau du CAP en froid et climatisation. Donc il y a environ 300 heures de formation sur une année. 300 heures de formation, donc il peut directement venir vous voir. Sinon, pour tout le reste des métiers, vous avez trouvé, vous cherchez pour la maintenance automobile et tout ça? La maintenance automobile, ça a été, on a pu trouver quelqu'un. D'accord. Voilà. Ça, c'est parfait. C'est une bonne chose. Est-ce que vous avez des questions, vous, à poser par rapport à ça, comme on était la semaine dernière sur la détresse des étudiants, par rapport au centre de formation et par rapport à la gestion de la crise, vous en pensez quoi, vous? Parce que vous êtes aussi dans le secteur. Oui. Décidément. Non, c'est-à-dire que là, on voit quand même, et c'est intéressant ce qu'il disait du fait déjà qu'il n'y a pas de... Significativement, on continue à entreprendre. Oui, ça, c'est la bien, preuve, ça. C'est que j'ai ouvert juste pendant le confinement. Donc, non, ça montre bien en tout cas qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté d'accompagner les jeunes, de plus en plus. Effectivement, comme je préside à la région le CREFOP, on voit que les centres de formation, en tout cas, sont au fait et essayent au mieux, pendant cette crise, d'accompagner, tout en sachant que ça reste compliqué parce qu'il faut trouver les entreprises qui veulent bien accueillir les jeunes en formation. Donc, mais tout est fait, en tout cas, dans ce sens-là et pour accompagner au maximum. En tout cas, ils en ont tous besoin. Et moi, je pourrais rajouter quelque chose. C'est vrai qu'on a de plus en plus d'entreprises qui cherchent des jeunes. On a surtout un déficit de jeunes aujourd'hui dans certains métiers. Ça, c'est bien. Alors... On a un déficit de jeunes. On a des chefs d'entreprise qui cherchent des jeunes apprentis et qu'on a du mal à trouver dans certains secteurs d'activité. Vous cherchez dans quelle branche? Parce que je sais que vous aviez mis aussi des choses en place avec la mission locale. Je sais qu'on a par exemple sur Petit Canal, sur Vieux Habitants, on a des boulangers qui cherchent des apprentis boulangers. D'accord. Notamment aussi en menuiserie, en charpente. On a certains métiers qui redémarrent. Donc, mais en plus, ce sont des... Alors, je ne sais pas si vous le dites suffisamment. Ce sont des métiers qui sont très bien payés, mesdames et messieurs. Donc, contrairement à ce qu'on croit, vraiment, ces métiers... C'est vrai que ce sont des métiers plus difficiles, par exemple, que de travailler... je ne sais pas, il y a des métiers qui sont plus simples, on va dire, soit dans le tertiaire ou quoi. Mais ce sont des métiers qui sont très bien payés. J'avais fait un jour une émission sur la moyenne de paye justement des artisans. Ils ne sont pas au SMIC horaire. Donc, ce sont vraiment des métiers... Ce sont des gens qui gagnent bien leur vie, n'est-ce pas, dans ces métiers, dans vraiment tous les métiers que vous avez nommés en plus. Tout à fait, non, parce qu'en fait, l'artisanat, ce sont quand même des métiers spécialisés. Et donc, on a l'image de l'artisan manœuvre, mais ce n'est pas ça. Ce sont des gens qui sont innovants, qui font appel certes à leur mère. Ce sont des travaux manuels, mais aussi intellectuels et innovants. Et c'est vrai que les qualifications requises sont relativement élevées. Maintenant, on a besoin de BP, de BM, de BTM dans l'artisanat. Et les rémunérations sont à la hauteur de ces diplômes. Donc, c'est vrai que l'artisanat, c'est aussi
aussi aujourd'hui une opportunité pour nos jeunes et de vivre correctement, de vivre décemment. Alors en dehors de la période de crise, Oui. mais c'est aussi. Et après, vous avez fait mention de la pénibilité. C'est vrai que souvent souvent on pense à ça. Mais ce sont aussi des métiers qui se sont beaucoup améliorés en termes d'organisation du travail, du temps du travail. Donc la pénibilité est un facteur moins péjoratif que ceux auxquels on pense. Aujourd'hui, on a l'image souvent du boulanger qui se levait à 3h du matin. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On a des pétrins automatisés, voilà. Tout à fait. Donc c'est vrai que la pénibilité, je laisse le directeur en parler, c'est moins un frein que ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a beaucoup de métiers d'artisanat qui se sont modernisés avec l'évolution du matériel. Et comme nos artisans et les jeunes apprentis sont de mieux en mieux formés sous du matériel neuf, donc c'est vrai que le résultat est plus performant et on se rend compte beaucoup plus de nouveaux produits, des produits innovants dans les boutiques artisanales et qui intéressent beaucoup de clients. Et même, on parlait des touristes, même les touristes sont des fois étonnés de voir ce qu'on peut produire dans l'artisanat guadeloupéen. Non, mais ça, oui. Alors ça, c'est important que vous en parliez. Tout à l'heure, je disais qu'on est très bon. Donc même en termes de matériel, je crois, au niveau de la formation, on a une école où on a plus de matériel que ce qu'ils peuvent faire, par exemple, sur Paris, il me semble. Oui, on a du matériel, on n'a rien à envier à qui que ce soit. Non. Donc, on a des ateliers bien équipés et où les élèves, les apprentis reçoivent une formation excellente. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus aussi de personnes qui sont en reconversion. Des gens qui sont diplômés, qui ont des bac plus 3, bac plus 5, qui veulent se reconvertir. Pour ouvrir leur boulangerie. Pour ouvrir leur entreprise. Et on a de plus en plus, cette année, on en a, par exemple, au niveau du CFA, on en a une cinquantaine, alors que l'année dernière, on avait une vingtaine. Donc, on a de plus en plus de personnes qui veulent apprendre un métier artisanal après avoir fait autre chose dans une première vie, on va dire. Vous nous les enverrez. C'est vrai qu'il y a une année, je crois, c'était en 2019, on a reçu pas mal de jeunes qui étaient très diplômés et très bien placés et qui ont tout quitté pour ouvrir leur boulangerie ou bien pour ouvrir, faire de la couture ou autre chose. Mais ça, c'est vrai que c'est très intéressant. D'ailleurs, au mois de décembre, on avait reçu Arawak Market. Alors, j'arrête pas de parler d'eux. Je suppose que vous les connaissez. Je crois que vous allez les voir bientôt. Ça, je suis très contente. Si vous pouvez faire quelque chose avec eux, ce serait génial. J'en profite pour dire mon petit mot. Et oui, parce qu'eux, ils exportent les produits de nos artisans. Donc, c'est très important. Et du coup, il y avait une dame qui fait partie de la plateforme qui nous a dit que de toute façon, les artisans, ils font de l'art. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est vrai que c'est une phrase qui m'avait marquée. D'ailleurs, la dame fait des sirops, donc je lui envoie qui sont excellents. J'en ai acheté une bouteille d'ailleurs pour Noël aussi. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est de l'art en fait ce que font nos artisans. Je reviens sur une question, Monsieur Ramsamy. Je sais que j'ai déjà posé plusieurs fois. Je la poserai encore, mais si vous pouvez comme ça faire glisser aussi, pareil, de petits mots de ma part. Cette histoire de les bateaux de croisière, pour l'instant, il n'y en a pas et tout, l'aéroport. Cette histoire de produits de nos artisans qui ne sont pas exposés à l'aéroport et dans les bateaux de croisière, est-ce que vous pouvez pousser dessus ou comment ça va se passer? Parce qu'à l'époque, j'en avais parlé à l'époque c'était Gabriel Foy, il devait travailler en ce sens parce que c'est vrai que c'est dommage que nos vacanciers viennent et qu'ils trouvent des produits fabriqués en Chine. C'est quand même notre économie. Donc est-ce que vous avez pu reparler de ce sujet-là ou pas du tout? Oui, alors la valorisation des produits artisanaux auprès des touristes, c'est une volonté réelle de la Chambre de métier depuis tantôt. Alors, pour vous dire, c'est vrai qu'il y avait le Kawi Village, le Kawi Land sur le port, qui était déjà un premier espace d'exposition de produits artisanaux, dans lequel la Chambre a eu l'occasion de participer. Mais en dehors de ça, nous souhaitons, et notamment la commission d'administration provisoire de la Chambre de métier a proposé un projet structurant d'une vitrine artisanale pour nos artisans à proximité du port de Guadeloupe, de manière à permettre des expositions permanentes et des expositions temporaires de nos produits artisanaux. C'est un projet que nous avions d'ailleurs présenté dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, puisque dans le cadre de la redynamisation des centres-bourgs, l'État avait voté un projet pilote qu'on appelait Action Cœur de Ville, qui visait à revaloriser les centres-bourgs, et notamment celui de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre. Et donc, nous portons ce projet de voir créer une véritable vitrine artisanale, donc de nos produits artisanaux,
à destination des clients et des touristes, justement pour que ce que vous dites ne puisse plus se produire, que nos visiteurs repartent avec des produits made in China dans leur valise, alors que nous pouvons tout aussi bien le faire ici. Exactement. Et que souvent nos entreprises le font, mais qui ne sont pas suffisamment connues pour pouvoir s'exposer et vendre leurs produits. D'accord, alors déjà on espère vraiment que cette galerie va voir le jour le plus rapidement possible en plus. En tout cas, c'est notre volonté, tout à fait. Voilà. Comment ça va? Est-ce que vous savez déjà comment ça va fonctionner? Est-ce que c'est vous qui allez chercher les artisans ou n'importe qui pourra venir exposer comme artisan? Alors pour l'instant, c'est encore un projet. D'accord. Il y a un chef de projet qui est nommé sous l'opération, qui a vocation à écrire ce projet, à le faire valider par nos instances. C'est génial. Et à en rechercher les financements. Mais c'est une volonté prioritaire de notre gouvernance. Et alors, je ne veux pas m'engager sur des délais, mais c'est quelque chose qui devrait aboutir dans les meilleurs délais. Bon, en tout cas, je suis très contente de cette information. Donc, j'espère que vous avez noté. Est-ce que les artisans, s'ils ont quelque chose à dire sur ça, ils peuvent vous contacter ou pas? S'ils ont des idées ou s'ils veulent donner un coup de main ou s'ils veulent participer au financement, est-ce qu'ils peuvent ou est-ce que c'est que des collectivités locales? Vous allez communiquer sur ça plus tard? Nous laissons au chef de projet le temps d'écrire le projet. Mais bien sûr, en fait, le monde des artisans sera associé à ce projet. Et en dehors des artisans, effectivement, qui pourront donner leur avis, mais ils sont représentés autour d'organisations professionnelles et donc les organisations professionnelles seront associées à ce projet, tout à fait. D'accord, merci beaucoup de cette information. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, un petit mot pour la fin? Oui, alors parce qu'on m'a posé la question là, pour trouver la plateforme. Donc effectivement, tout à fait. Donc donc on a un site internet, Une Voix, une Histoire, unevoixunehistoire.com, où là on a l'ensemble des livres qui ont déjà été enregistrés et on peut choisir soit un abonnement ou soit un livre à la carte. Et ensuite on a l'application sur son téléphone. Et on télécharge l'application également Une Voix, une Histoire. Et le livre, il est prêt à être écouté. Donc, on peut le brancher aussi sur la voiture, donc dans les embouteillages, en faisant du sport, à la maison, tranquillement au calme. Donc, voilà. Et par la suite également, nous avons déjà quelques contacts également avec les EHPAD, parce qu'encore une fois, c'est aussi de la création d'emplois, c'est faire intervenir des lecteurs auprès des personnes âgées, qu'on puisse en tout cas proposer un temps de détente dans cet espace, et puis qu'ils puissent renouer avec une littérature qu'ils ont connue. D'accord. Un numéro de téléphone, non? Numéro de téléphone, le 06 90 24 50 55. 24 50 55. Un mot pour la fin? Moi, je dirais aux chefs d'entreprise et aux jeunes de se rapprocher de nous pour signer un contrat d'apprentissage jusqu'au 31 mars, qu'il existe la prime toujours. Donc, voilà, ils ont qu'à se rapprocher et on va les accompagner dans leurs différentes démarches. D'accord, pareil, un mot? Oui, pour préciser la pensée de mon collègue, c'est vrai que les artisans qui connaissent cette difficulté ou qui ont une problématique quelconque, leur réflexe va être la chambre de métier. Donc on a 2 sites pour les accueillir, Bastère et Le Rézé, 2 numéros de téléphone, 05 90 80 23 33, 05 90 91 85 85. Et donc notre Facebook, où nous actualisons régulièrement les informations. Et donc je les invite aussi à consulter notre page Facebook. D'accord, c'est super. On va suivre toute cette histoire de nouveaux projets de galeries. Et comme d'habitude, on va suivre les formations. Et nous, on finit cette émission avec la phrase de Tony Jazz. La réussite est un état d'esprit. Si tu veux réussir, commence par te considérer comme une réussite. Et c'est exactement ce qu'on a fait ce soir en plus sur ce plateau. Donc bonne semaine à tous. À la semaine prochaine. En plus, la semaine prochaine, on a des intervenants qui vont bien sûr normalement peut-être vous intéresser. Ça répondra à quelques questions. Donc à la semaine prochaine et bonne semaine à tous. Merci d'avoir participé à notre émission et de nous avoir renseigné sur ces points. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.